bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on explore, dites son nom, Breaking Bad, la série culte d'AMC. Après avoir fait le tour de l'histoire, des personnages et de l'équipe derrière la série, il est temps de conclure en beauté. Pour ce 4e et dernier épisode, on revient sur la fin de la série avec ce dernier épisode qui a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs américains à sa sortie. Et puis on parlera aussi de l'après Breaking Bad, parce que même si Walter White est mort, il reste d'autres histoires à raconter. À mes côtés, pour passer une dernière fois cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors cette fois-ci, on ne tourne pas autour du pot, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le tout dernier épisode de Breaking Bad. Cet épisode, il s'intitule Felina, on en avait parlé dans le premier épisode de cette collection. On le disait il y a 3 semaines, Felina c'est à la fois l'anagramme de finale, pour épisode final, mais c'est aussi 3 éléments chimiques, du fer, du lithium et du sodium, qui symbolisent le sang, la méthamphétamine et les larmes, un résumé plutôt approprié de l'épisode en question. Alors, Bryan Cranston, à la sortie de ce final, a dit « Je pense que c'était assez approprié. En fait, d'une manière étrange, c'était aussi très noble de la part de Walter de se sacrifier, parce que je pense qu'il avait fini par prendre conscience que lui-même était devenu un cancer pour tout le monde autour de lui, un drame pour la vie de tout le monde. » Stéphane, je crois que toi, tu partages pas vraiment cet avis-là sur cet épisode. Pas forcément sur cette notion-là. Je trouve, en fait, c'est ce qui m'étonne un petit peu, je trouve, bon, c'est vraiment symbolisé par ce dernier épisode, hein, mais il y a des petits problèmes en amont dans la dernière saison, je trouve. C'est que, pour moi, le personnage de Walter White, c'est un personnage qui est très intelligent. C'est-à-dire que c'est un manipulateur et un Machiavel, c'est-à-dire qu'il a vraiment aussi cette capacité à préparer 3 coups d'avance. Et quand la saison 5 a commencé, elle est en 2 parties. La première image, la fameuse image d'ouverture qui est toujours intrigante parce qu'on sait que c'est un flash-forward et comment est-ce qu'on va faire pour en arriver là, c'est en gros Walter White qui se retrouve quelque part perdu au milieu d'un parking et qui, en fait, range une mitraillette M60 dans le coffre de sa voiture. Et une mitraillette M60, il faut savoir que c'est pas possible à acheter, même aux États-Unis, dans le commerce, parce que c'est une mitraillette qui est réservée à l'armée, quoi. Et qu'en général, on monte même des fois sur des voitures ou des trucs comme ça. Donc, toute l'idée, c'était qu'est-ce qu'il va faire de ça ? Et en fait, c'est intriguant. Tu te demandes comment Breaking Bad va détourner ce truc. Apparemment, Gilligan a expliqué plus tard, et moi je trouve que ça se voit, c'est tout le problème, c'est qu'ils ne savaient pas du tout en fait comment ils allaient terminer la saison, quel allait être l'emploi de cette M60 au final. En fait, ces scénaristes ont dû le lui rappeler. Au fil de l'écriture des épisodes de la partie 2 de cette dernière saison, les scénaristes lui ont dit « Et on fait quoi du M60 ?» du M60 qu'on avait mis en place. À un moment, il a carrément décidé de l'oublier complètement, et donc ils lui ont fait comprendre que ce n'était pas possible. Et c'est là où il a fallu lui trouver une justification. Et la justification, c'est Rambo, quoi. Rambo 2, quoi. Donc en fait, c'est un peu bizarre comme truc. C'est-à-dire qu'il monte une M60 sur un truc téléguidé, et en fait, il commence à embrouiller les gars dans une réunion à l'intérieur d'une maison, et en fait, la mitraillette commence à saucer à tout va, et c'est comme ça qu'il se débarrasse de ses ennemis, qui sont les néo-nazis, les white suprémacistes, qui ont tué Hank. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, on a tout spoilé. Voilà. Mais ce que je trouve en fait étonnant, c'est que du coup, en fait, ce recours à la force physique et à vraiment. Enfin, on a beaucoup parlé de ce côté Walter White. Il utilise la chimie parce que c'est ce qu'il connaît pour détourner les attentes de ses ennemis, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Et là, en fait, avoir prévu un truc aussi foireux
aussi basé sur la chance, quoi, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que on va savoir qui va, parce que là t'as Jessie qui pourrait en prendre une, tout le monde pourrait en prendre une dans cet épisode. Enfin, je trouve ça, mais c'est l'antithèse du personnage, en fait, de l'intelligence du personnage. Donc ça m'a vraiment. On a parlé dans un autre épisode du final pas de Breaking Bad, pardon, de Game of Thrones, et des gens qui étaient déçus, mais moi je me rappelle que ça m'avait vraiment, je m'étais dit bon, c'est vraiment pas très très malin, très très intelligent de terminer la série comme ça. Et donc oui, effectivement, ça démontre qu'ils savaient pas vraiment quoi en faire, et que c'était peut-être une image intrigante, mais il fallait au moins planifier un minimum. Et t'as l'impression qu'ils se sont pris à leur propre problématique à eux, c'est-à-dire genre on doit commencer comme ça. Toutes les séries ont commencé, toutes les autres saisons ont commencé par cette image clé qui est importante. Et au final, c'est vraiment pour le coup un coup pour rien. Il y a aussi un aspect qui pourrait presque passer d'une certaine façon pour de l'opportunisme, en tout cas de brosser le public dans le sens du poil, parce qu'on sait que les séries qui ont marqué, et Breaking Bad manifestement en fait partie, hein, de ce, on va dire, ce top 5 des séries qui ont marqué les 20 dernières années. Il faut savoir que la plupart, en fait, ont au contraire été mal reçus sur leur finale. Donc, je pense, entre autres, au Soprano, qui a été le premier à faire scandale par une fin qui a fait gueuler les gens et qui a fait qu'ils se sont désabonnés de leur chaîne, etc. Or, les Sopranos, ce que moi je trouvais brillant, c'était d'avoir fait croire au public que ça allait se terminer ainsi. Puisque tu avais 5 épisodes avant le dernier, on offrait à Tony une énorme machine gun et il dormait avec carrément. Et évidemment, tout le monde se disait que ça allait se terminer en Scarface, quoi, avec lui qui bazarde de tout. Et c'est évidemment pas du tout comme ça que ça s'est terminé. Et là, c'est comme si Breaking Bad donnait à ce public ce qui lui avait manqué sur la fin des Sopranos, un grand showdown final. Après, bon, on a insisté sur le caractère néo-western de la série, donc il y a aussi cette idée que ça doit quand même se terminer par un bain de sang, pas forcément sous cet angle-là, mais il y a aussi une thématique sous-jacente qui est dans le titre de ce premier épisode, qui est Live Free or Die, qui est aussi la plaque d'immatriculation de son véhicule, hein, quand il range ce fusil, il y a marqué ça sur le véhicule, qui est un truc de cow-boy, quoi. Voilà, vivre libre ou mourir, c'est je vis au détriment des autres. Alors, Live Free or Die, c'est un peu le résumé de l'histoire à la fin, et pour Walt d'un côté, qui est mort, et pour Jesse, qui lui est enfin sa liberté, tout libéré. À fait, oui, tout à fait. Mais la phrase elle-même, c'est une phrase très inscrite dans la mythologie du sud des États-Unis, bien sûr. Je crois que c'est, je dis pas de bêtises, je crois que c'est le motto d'un État des États-Unis. Hein. Ah oui, il me semble que c'est une des comment dire, c'est une des phrases en fait d'un des États des États-Unis, je sais plus lequel. Bah peut-être le Texas, hein, je sais pas. Parce que non, je crois pas. Je crois pas. Mais je me demande, c'est pas plus l'est des États-Unis. C'est la devise officielle de l'État du New Hampshire. Merci. Voilà. Alors là, je l'aurais pas du tout deviné pour le coup. Bah ouais, mais oui, après Jesse, bah c'est encore pour le coup, je me base vraiment sur ce que je disais par rapport. J'ai pas un problème avec le bain de sang en soi, j'ai pas un problème avec le côté western, j'ai vraiment plus un problème avec l'intelligence enfin le côté j'ai prévu un plan. Et le plan en fait prévu par Walter White, de toute évidence en fait se marche dessus avec le plan prévu par les scénaristes, c'est-à-dire qu'ils savaient pas tellement prévu en fait. Donc c'est ce que je reproche, parce que c'est plutôt une série qui est vraiment bien écrite et bien construite. Du coup, terminer sur ça, pour moi, c'est partir sur une note un peu étrangère. Alors, je m'avance peut-être un petit peu hein, dans le cadre de l'émission, mais des années après, il y a eu cette suite télé en fait pour Netflix qui est El Camino. Qui va vraiment sur le plan final de Jesse qui s'enfuit avec sa voiture et qui est enfin libre et qui se met à hurler comment dire, parce qu'il croyait qu'il allait mourir en fait vraiment, et qui survit, le soulagement et du coup c'est qu'est-ce qui va arriver à Jesse et comment il va réussir à comment dire, à disparaître de la nature. Et alors déjà c'est un film qui a, selon Vince Gilligan en fait, a été fait parce que, si j'ai bien compris, le spin-off Better Call Saul ne marche pas si bien que ça. Et donc, du coup, en fait, il a voulu offrir une conclusion à Breaking Bad, en tout cas au personnage de Jesse. C'est un film Netflix qui a coûté très cher.
Ça, il a coûté dans les 100 millions de dollars, ce qui est quand même complètement dingue. Je pense que tu fais 4 saisons de Breaking Bad avec ce budget-là, quoi. Et c'est un film qui est totalement centré sur Jesse Pinkman et ce qui lui arrive. Alors, ça pourrait être... je crois que le nom de code du film, c'était 63, quand ils l'ont tourné, parce que ça a été tourné totalement en secret. Ça a même été balancé sur Netflix très peu de temps. Enfin, ça a été annoncé très peu de temps avant d'être balancé... pour que justement il n'y ait pas de... En fait, ils ont joué beaucoup sur éviter les fuites de spoil, voilà, etc. L'effet de surprise. L'effet de surprise. Mais bon, il faut être honnête, c'est effectivement le 63e épisode de Breaking Bad. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est un épisode qui aurait presque... Alors, c'est un épisode double, hein, on va dire, disons, parce que c'est un gros film de 2 heures, quoi, avec des flashbacks. C'est-à-dire qu'il y a la structure de ce qui se passe, c'est-à-dire que Jesse... d'un seul coup, doit retrouver l'argent pour pouvoir refaire sa vie. Et donc, il retrouve ses deux amis, là, les 2 stoners là, qui sont avec lui. Il revoit le personnage de Robert Foster pour faire blanchir son argent et lui permettre de refaire sa vie avec des nouveaux papiers, etc., etc. Et dans l'intervalle, il y a beaucoup de flashbacks sur les moments où il est enfermé, en fait, par les white suprémacistes. On apprend, en fait, pendant le film, ce qui se passait tout le temps où il était séquestré, parce que ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues pendant la série. On savait qu'il était retenu. On savait qu'il y avait des trucs, mais voilà. On savait que c'était des trucs pas cool qui lui arrivaient, et qu'il était forcé à fabriquer de la drogue, qu'on l'avait transformé en esclave, mais en fait, on ne le voyait pas. Voilà. Et c'est très light, en fait, comme scénar. C'est-à-dire que c'est très étrange parce que c'est Gilligan qui l'a réalisé, qui l'a écrit, qui l'a réalisé. Mais c'est vraiment... alors, il y a autant quelques scènes intéressantes. Plutôt, voilà, par exemple, il y a un vrai duel westernien à la fin, vraiment entre Jesse et d'autres personnages. Bon, ça, je vous laisse la surprise éventuellement. Parce que tout au long du film aussi, il se fait courser par la police. Alors, il se fait courser par la police. On apprend pour le coup vraiment que Walter White est mort, parce que moi, je trouve que ça reste quand même vachement suspens, hein, enfin, connaissant les séries télé, et quand tu sais comment ça peut fonctionner, ne pas le montrer se faire enterrer, ne pas montrer tout ça, ne pas montrer, j'en sais rien, peu importe, en fait, vraiment une mort claire, nette et précise, bah, ça laisse le doute. Et je pense qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui, pour le coup, se sont aussi posé la question. Et là, pour le coup, c'est dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un flash télé qui explique clairement que Walter White est mort, quoi. Il explique qui c'était, etc., etc. Il y a un caméo de Bryan Cranston dans ce film. Hein. Il apparaît pour un flashback qui résume finalement la relation entre les 2 personnages. C'est-à-dire vraiment un flashback qui se situerait à peu près dans la saison 1, où Walter White... du haut de ses 50 ans, explique à Jesse que finalement, il a de la chance, Jesse, d'avoir vécu en fait aussitôt la création de quelque chose d'important. Et là, en l'occurrence, c'est un regret que présente le personnage de Walter White. Donc voilà, il y a quelques jolis trucs comme ça, mais je pense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné, en plus en termes de surprise, si c'était un long épilogue pour la saison 5, parce que, et là je parle au moment où c'est sorti, c'est-à-dire au moment où la saison 5 sortait, tout bêtement parce que je pense que l'un des meilleurs twists, entre guillemets, qui aurait pu se permettre la saison 5, c'est justement de faire mourir Walter White avant la fin de la saison. C'est-à-dire vraiment qu'il meurt 2 ou 3 épisodes avant, et qu'il y a un vrai truc de porte de sortie, en fait. Une vraie fin, vraiment... en fait, je pense que ça faisait partie de... S'il y a bien un perso où tu sais qu'il va mourir, mais que quelque part, en fait, tu sais qu'il va être là jusqu'au bout, c'est Walter White. La série, elle est centrée sur lui. Et déjouer les attentes, je pense que ça aurait un peu amenuisé ce qui, moi, me pose problème, en tout cas dans la saison 5. Maintenant, c'est pas... c'est peut-être un truc intéressant pour les fans, vraiment, de Breaking Bad, mais c'est pas une conclusion hyper intéressante non plus. Ça fonctionne pas comme un film, ça fonctionne vraiment comme un double épisode... apparemment très cher. Voilà, mais et ça se voit pas d'ailleurs forcément à l'écran. C'est vraiment, je pense que pour le coup, c'est vraiment les deals de comédiens, les deals de Gilligan, les deals de production qui font que ça a coûté très cher. C'est, je pense, le prix que Netflix a payé pour avoir l'exclusivité. Mais ça a été fait de façon très... voilà. Il y a un petit plaisir, tout petit plaisir pour moi en tout cas, c'est un des derniers rôles de Robert Foster avant qu'il meure. Donc c'était agréable de le voir là-dedans. Il est assez touchant et le personnage, je l'aime bien.
Et puis voilà, c'est pas comment dire, il y a aussi une réapparition en flashback de Jane. Donc voilà, il y a tout ce qui ça essaye vraiment de donner une conclusion à Jesse. Il y a vraiment tout ce qu'il a vécu, mais ça reste très directif, quoi. Voilà. Et le film, en tout cas, affiche une jolie audience. En moyenne, 6,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis au cours des 3 premiers jours de diffusion. Rafik, toi, tu l'as vu, El Camino ? El Camino, non, je ne l'ai pas vu, non. Et hélas, je n'ai pas vu Better Call Saul non plus, qui est l'autre gros morceau d'après Breaking Bad. Alors justement, on va s'y attaquer tout de suite. I had a good job until my boss accused me of stealing. I better call Saul. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. I'd better call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. Le personnage de Saul Goodman, qui est devenu un des personnages les plus populaires de la série. Alors, on n'en a pas parlé dans l'épisode sur les personnages, justement, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail ici. Ce personnage, il est joué par Bob Odenkirk. Et donc il arrive dans la série pour donner un coup de main à Walt et à Jesse et les aider à se tirer de faux pas. Ou même plutôt, enfin, on pense qu'il va les aider à se tirer d'un faux pas, mais avant de découvrir qu'au fond, c'est lui qui va leur permettre de s'organiser en tant que criminel. Donc, puisque c'est un des rôles dévolus aux avocats, pas seulement aux États-Unis, de bien connaître la loi pour permettre justement à ceux qui veulent la contourner de bien la contourner comme il faut, pour pas se faire prendre. Donc, le personnage, il peut sembler caricatural quand on n'est pas habitué à cette culture-là, mais en réalité, ils existent, ces avocats véreux. Enfin, voilà, et en même temps très, comment dire, exubérants et presque séduisants par leur exubérance, enfin, et leur côté capable de tout, avec toujours le dernier mot. Il est même en train de continuer à négocier et à sortir des phrases aberrantes alors qu'il a un flingue sur la tempe. Enfin, il n'y a rien qui l'arrête dans sa tchatche, quoi. C'est même, en fait, un des trucs qu'avait pointé le comédien Bob Odenkirk, qui avait dit, mais en fait, donc, c'est un personnage d'avocat juif. Et je ne suis pas juif, en fait. C'est un peu compliqué quand même pour moi de jouer ce rôle-là. Et Vince Gilligan lui avait dit non, c'est un personnage qui n'est pas juif. Il n'est pas juif, il a choisi le nom pour... Mais il a choisi le nom pour faire croire aux gens que dans justement le côté caricatural du truc, il est dans l'esprit des gens, il est juif, donc il est forcément capable d'être malin et intelligent avec son argent, et donc en fait il va nous aider à gagner, et donc ça inspire la confiance. Et du coup c'est la dernière arnaque, en fait c'est la première arnaque, je veux dire, de son personnage, c'est déjà de faire croire qu'il est juif pour pouvoir en fait avoir plus de clients. Et il a son bureau qui est décoré par une gigantesque réplique de la Constitution, etc. Donc voilà, il joue aussi sur un truc très très profondément ancré dans la mythologie américaine, hein, le respect de la loi au sens de la loi écrite de We the People. C'est un truc auquel les Américains croient énormément, et donc du coup ce qui a permis l'éclosion de ces personnages qui sont en fait les descendants directs, on parlait encore une fois de néo-western, des bonimenteurs qu'on a dans l'Ouest sauvage, qui viennent vendre les potions miracles dans les villes, quoi. Et qu'on peut rapprocher d'un autre caractère que Vince Gilligan connaît bien, comme tous les gens qui bossent avec lui, qui est l'agent hollywoodien. D'ailleurs, le jeu du comédien, moi, me rappelle beaucoup celui de Jeremy Piven dans la série Entourage. Ils ont la même référence, en fait. C'est-à-dire, ils se réfèrent à Harry Emanuel, qui est un grand agent hollywoodien, en fait, qui est hyper meuleur, quoi. C'est-à-dire que il te fout dans ta poche, tu vois, en te baratinant à mort, quoi. Et ils ont la même référence. Mais alors ça, c'est pour le coup, c'est des vrais... ça fait sens, on va dire, dans Entourage, parce que c'est direct, c'est une représentation directe de ce personnage-là. Là, c'est plus malin, je trouve, parce que justement, ce personnage, il brasse des millions et des millions de dollars, alors que le personnage de Saul Goodman, à la base, c'est un gagne petit, en fait. C'est un gagne petit, mais beaucoup.
Et en fait, quand justement quelqu'un comme Walter White arrive avec ses millions, quoi, bah, il est même lui-même submergé en fait par cette notion-là, quoi. Et je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de Bob Odenkirk, qui est pas un acteur. C'est-à-dire, déjà, c'est le personnage qui l'a starifié. C'est-à-dire que Bob Odenkirk, on va le voir là, on le voit prochainement au cinéma dans un film qui s'appelle Nobody, où il joue un espèce de simili John Wick. Et là, pour le coup, avant Breaking Bad et Better Call Saul, ça aurait été juste, je pense, impossible. C'est aussi un réalisateur. C'est-à-dire, il apparaît, alors déjà, en tant que comédien, il est apparu dans plein de sitcoms, il est dans Seinfeld, il est dans Curb Your Enthusiasm. En fait, on le voit souvent, il a cet emploi un peu toujours de gentil connard, on va dire. Et en fait, c'est un réalisateur de comédie. Il a réalisé notamment Bienvenue en prison. Ça, je les ai vus, ces films, donc c'est pour ça que j'en parle. Et les Frères Salomon. Donc, c'est vraiment un réalisateur de comédie aussi. Et du coup, bah, c'est lui qui apporte aussi un énorme aspect comique. On en avait parlé un peu avec Jesse Pinkman, qui avait ce côté humour noir, en fait, dans le truc. Mais lui, c'est vraiment le côté humour... C'est la touche de légèreté qui vient. Et c'est sans doute, ça a contribué au fait que le personnage est populaire aussi. C'est parce que, justement, il a ce côté positif et amusant qui nous sort un petit peu de toute cette violence et de cette noirceur. Et il a une truculence, en fait, qui, je pense, il a justement emprunté un personnage comme Harry Emmanuel, c'est-à-dire cet agent qui est grande gueule, probablement pas un peu toxique quand même sur les bords aussi, je pense, en vrai, quoi. Mais très, très exubérant, quoi. Mais effectivement, il amène une soupape de sécurité pour le spectateur, pas pour les personnages, encore une fois, parce que parfois, s'il y a une connerie à dire, il sera le premier à la dire. La présentation lorsqu'il rencontre pour la première fois la femme de Walter White, dans cette scène-là, il est fabuleux. C'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il ne faut pas dire avec cette femme-là, il le fait en l'espace de 30 secondes. En une réplique, il a tout mis dedans, quoi. Donc, ça en est presque magique. Et donc, Saul Goodman, là, on en parle dans Breaking Bad. Aujourd'hui, il est encore à l'affiche de Better Call Saul, donc sa propre série spin-off, qui a été lancée, elle a été commandée officiellement en septembre 2013. Et dans cette série, donc Bob Odenkirk reprend son rôle, avec une petite nuance en fait. Il prend le rôle du personnage qui endosse le rôle de Saul Goodman. À l'origine, Saul s'appelle Jimmy McGill. C'est un jeune avocat roublard, mais qui a encore du bon côté. Il est encore dans le droit chemin. Et puis toute la trajectoire de la série, c'est un petit peu comme Walt avec son naufrage annoncé, puisqu'on sait qu'il va mourir au bout d'un moment. Là, c'est pas qu'il va mourir, c'est comment est-ce qu'il passe de ce jeune avocat fringant à l'avocat véreux qui est devenu Saul Goodman 6 années plus tard. Parce que ça se passe, si je dis pas de bêtises, 6 ans avant... Oui, c'est une préquelle. Ouais, c'est un préquel. On retrouve d'ailleurs d'autres personnages de la série. On retrouve Gus Fring à nouveau et Mike aussi. Jonathan Banks incarne à nouveau Mike, ce qui permet de creuser davantage ces personnages-là. Et puis un nouveau personnage qui... alors moi, j'ai pas vu la série non plus, mais j'ai lu sur le sujet et d'après plusieurs personnes, le personnage de Kim Wexler, interprété par Rhea Seehorn, n'est pas présente dans Breaking Bad et débarque dans Better Call Saul et donne toute cette saveur supplémentaire, puisque elle, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Ça reste la page vierge sur laquelle on peut tout écrire et tout projeter. Par contre, c'est une série qui marche moins bien que Breaking Bad, pour le coup, et qui a moins qui reste aujourd'hui populaire, puisqu'elle continue à perpétrer, on va dire, la mythologie Breaking Bad, pour ça comme ça, la franchise en tout cas, mais elle marche beaucoup moins bien, d'où pour Vince Gilligan l'idée de faire El Camino. Tout à fait. L'idée, c'était aussi de revenir sur un autre personnage, un peu plus dark aussi, de revenir sur Jesse. Better Call Saul, en tout cas, en est à sa 6e saison. Sa 6e et dernière saison doit être diffusée cette année. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais au total, il y aura 63 épisodes. Et donc, 5 saisons sont déjà disponibles. On disait, en commençant à parler de Saul Goodman, que il y avait des vrais avocats qui lui ressemblaient. Écoutez, je vous propose d'écouter ça. Attention, ça pique un peu. America is about freedom. I'm Adam Raposa. And every time I look and I see somebody trying to stop Americans from enjoying their freedom, this is my truck. All I can think is, I'm a lawyer. Why don't you get in my way? And if you're prosecuting my client, you this is my truck. Are
I am a lawyer, and I'm Adam Raposa. Why? I'm Adam Raposa. Voilà, donc le monsieur très très énervé dans le micro, c'est Adam Raposa, c'est un vrai avocat aux méthodes assez spéciales. Et pourquoi je vous parle de lui ? Parce que il figure dans le tout premier épisode d'une série documentaire qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle The Broken and the Bad, qui est sortie sur l'application AMC et sur AMC.com en juillet de l'année dernière. Et alors là, ce n'est plus une série de fiction, c'est une série documentaire en 6 parties. C'est 6 épisodes courts, c'est 8 minutes à chaque fois, donc au total, il y en a pour 3/4 d'heure, 1 heure, qui porte sur le crime et qui est inspiré de Breaking Bad et de Better Call Saul. Donc la série est animée par Giancarlo Esposito, qui fait office de narrateur, et elle revient sur les personnages, les situations, les thèmes les plus emblématiques de ces 2 séries, en proposant une comparaison avec des personnages de la vraie vie, des histoires vraies qui sont similaires à celles racontées dans Breaking Bad. Donc, ce n'est pas disponible en France, à moins que vous ayez un VPN. Dans ce cas-là, vous pourrez sur YouTube. Voilà, non sur YouTube, si vous avez une IP américaine. Ah oui. Mais c'est disponible gratuitement sur YouTube. Et donc, vous pourrez découvrir Adam Raposa, cet avocat aux méthodes un petit peu spéciales. Avocat catcheur, apparemment. Alors, cette publicité, ça, vous pouvez la trouver directement aussi sur YouTube en cherchant Adam Raposa. Vous verrez qu'il a un camion, un truck, et qu'il démolit une autre voiture en hurlant qu'il est un avocat. Si vous ne parlez pas anglais, il hurle « Je suis avocat, et si vous vous attaquez à un de mes clients, vous êtes sur mon chemin, donc je vais vous rouler dessus. » Voilà. Dernière série issue de Breaking Bad, et là, c'est plus qu'issue, c'est vraiment directement... c'est un remake. C'est la série Metastasis. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Entendu parler, oui. En préparant cette émission. Ne serait-ce que parce que grâce à elle, nous, latins, comprenons enfin le sens des noms des personnages originaux, puisque donc ils ont l'équivalent espagnol des noms. Alors, je les ai pas sous les yeux, mais il y a... Alors, nous avons Walter Blanco à la place de Walter White. Cielo, il n'y a pas Cielo Blanco aussi ? Il y a Cielo Blanco pour Skyler. Ouais. José Miguel Rosas pour Jesse Pinkman. Voilà. Et Saul Goodman s'appelle dans cette version Saul Bueno. Entre autres. Et dans cette version-là, dans ce remake, la série se déroule en Colombie. Donc, on passe d'Albuquerque à Bogota. Les différences, sinon, sont vraiment minimes. On est vraiment sur du plan similaire au millimètre près. À part quelques petits changements. Par exemple, la Met n'est plus préparée dans un camping-car dans le désert, mais dans un ancien bus de ramassage scolaire. Pour donner un petit exemple. Et cette série a été diffusée en mode super express, puisqu'elle a été diffusée entre le 12 juin et le 5 septembre 2014. Mm-hmm. Donc on est sur quasiment un épisode tous les soirs pendant 3 mois. D'accord. C'est 2 saisons, c'est ça ? Non, c'est 5 saisons. 5 saisons, ils ont refait autant d'épisodes que le Breaking Bad original. D'accord, ok. Bon, c'est très spécifique quand même aussi comme truc. Ça c'est pas destiné à sortir des... C'est pas destiné au marché occidental, voilà. C'est pour le marché hispanophone, mais ça valait le coup quand même de le mentionner. Tout à fait. Il y a eu aussi une série qui s'appelait... Enfin, c'est pas une série, mais c'est des conversations qui s'appelait Talking Bad. Qui avait été fait déjà pour The Walking Dead, je crois, qu'ils ont décidé d'appliquer aussi à Breaking Bad. Simplement pour rappeler que le prestige dont la série a pu hériter, parce qu'on l'a pas évoqué en fait jusqu'ici, mais elle fait quand même partie des séries les plus récompensées et considérées assez régulièrement comme un des sommets de la télévision américaine de ces 20 dernières années. Je crois qu'il y avait une enquête qui a été faite sur presque 3000 réalisateurs et comédiens hollywoodiens. Elle est arrivée en 2e position des séries favorites. Elle apparaît dans tous les tops. Hein. Voilà, et elle est dans tous les tops, donc c'est quand même à mettre à son crédit. Et donc, du coup, voilà, AMC, étant bien conscient de ce qu'ils avaient créé, avait fait cette série de conversations autour de Breaking Bad. Qui était diffusée après chaque épisode, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Que je crois. Oui, c'est ça. C'était une sorte de débrief, en fait, pour prolonger un petit peu le plaisir. Voilà. Et on a eu un jeu pour mobile aussi.
Exactement, il y a eu un jeu pour mobile. Et puis ce n'est pas tout, tu m'ouvres la porte pour cette toute dernière partie qui va être très courte, mais qui est Breaking Bad dans la vraie vie. Alors je passe sur les faits divers où on retrouve des professeurs de chimie d'université américaine accusés de fabriquer de la meth comme dans la série. Les professeurs en question ont plaidé non coupables et ont été libérés sous caution. Voilà, donc, Mais il y a des flics qui se seraient plaints d'être tombés sur de la meth bleue. Mais oui, il y a un certain nombre de dealers qui se sont mis à vendre de la meth bleue. Alors évidemment, pas parce qu'elle était pure, simplement en ajoutant des colorants dedans parce que c'est marketing. Le problème, c'est que plus on ajoute des choses dans la meth, moins c'est pur. Et déjà que c'est pas quelque chose de bon pour la santé, si en plus on ajoute des colorants, ça n'améliore pas les choses. Mais du côté légal, il y a des produits qui sont sortis pour Breaking Bad et qui, pour le coup, sont en vente partout. C'est le cas justement du sucre bleu qui est utilisé dans la série. C'est des pains de sucre bleu qu'on peut trouver en magasin aux États-Unis, qui existent. Et puis, il faut savoir qu'il y a des fast-food, Los Pollos Hermanos, qui ont ouvert un petit peu partout aux États-Unis. Il y en a même un en France qui a ouvert. Il y a également un Walter's Coffee à Brooklyn et un Coffee Superlab à Istanbul. Donc là, on imagine bien le décor qui s'apparente à un camion aménagé avec des fioles partout. Et puis, si vous êtes plus porté sur la bière, mais sachez que Hank Schrader était fan d'une certaine bière, la Schrader Brau, la bière maison. Il l'a fabriqué lui-même, oui. Et c'est Dean Norris, qui a lancé sa propre marque de bière, donc la Schrader Brau, qui est toujours dispo sur le site internet schraderbrau.com. Vous pouvez commander la bière officielle de Hank. Et puis, dernière info du plus grand intérêt, ça, je suis sûr que vous serez ravis de finir là-dessus. AMC a mis aux enchères différents objets, différents accessoires de la série après qu'elle a été finie. Le slip blanc de Walter White dont on parlait au tout début de la série est parti pour $9,990 après 10 jours d'enchères. Écoute. J'ai des slips aussi s'il faut. Le slip kangourou. Si vous voulez, je les vends 10 fois moins cher. Et je pense que c'est sur ces très bonnes paroles qu'on va boucler cette collection dédiée à Breaking Bad. Rafik, Stéphane, encore merci de m'avoir accompagné pour ce 4e et dernier épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle collection. Et une fois de plus, on va varier les plaisirs. On quitte Albuquerque et son univers impitoyable, direction Springfield, parce que oui, les séries d'animation sont aussi des séries à part entière et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une série aussi culte que les Simpsons. Ça arrive donc très vite. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain. Du 19 mai au 9 juin, We Love Cinéma vous fait gagner 10 000 places de cinéma pour vous faire profiter au maximum de la réouverture des salles. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur welovecinema.bnp Paribas et vous serez peut-être tiré au sort. Tout le monde a sa chance.